Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Le breuvage sacré des chamans d'Amazonie, l'Ayahuasca, édition. L'Harmattan 2000. Icaros, des outils chamaniques, les voies de l'extase, texte réuni et présenté par Pierre Bonas, édition. Trouble Fête 2005. Dédicace. À Francisco, Fernando et aux vieux Ayahuasqueros qui m'ont pris sous leurs ailes lors de mes séjours en forêt. À tous ceux qui m'ont accompagné au fil des ans dans ces aventures amazoniennes. À Jean-Yves qui m'a fait confiance malgré sa peur des bébêtes tropicales. Préambule. Mon propos n'est pas ici de faire de la publicité pour l'ayahuasca, elle n'en a pas besoin, ni d'inciter quiconque à en boire. Mon intention est de mettre en garde les futurs expérimentateurs et leur donner des informations de base leur permettant d'aborder ce breuvage dans des conditions correctes. Personne, pas même le plus grand chaman d'Amazonie, ne pourra jamais garantir à un individu qu'il sortira totalement indemne d'une telle expérience. L'aventure de l'ayahuasca doit donc être entreprise en pleine conscience et responsabilité individuelle. Introduction. Le terme chaman est importé d'Europe et n'est donc pas amérindien. Chaque tribu amazonienne a dans sa langue un mot spécifique pour désigner ses spécialistes de l'ayahuasca. Le synonyme local le plus courant est pagé. Le terme générique d'ayahuasquero ou praticien de l'ayahuasca serait ici plus adapté, mais chaman est devenu si commun que je l'utiliserai également. Le tourisme chamanique n'est pas un phénomène nouveau en Amérique. Durant le XXe siècle, tour à tour les traditions mayas du Mexique utilisant les champignons psilocybes, puis celles des Huichols et peuples du nord-ouest mexicain basés sur le cactus peyotl, ont suscité l'intérêt de nombre d'occidentaux étrangers à ces faits culturels anciens. Depuis la fin des années 1990, ce sont les traditions chamaniques du bassin ouest de l'Amazonie qui séduisent des voyageurs du monde entier. Même si ces traditions locales sont riches et variées, l'intérêt s'est focalisé sur un cocktail de plantes nommé ayahuasca. Sa renommée s'est répandue en quelques années du Canada à l'Australie, du Japon à l'Irlande. Nombre d'articles, de reportages, d'ouvrages et de témoignages diffusent des informations sur ce breuvage. L'engouement ne cesse de croître au point que l'on peut parler aujourd'hui d'un ayahuasca business, assez anarchique et en plein développement dans certaines régions amazoniennes. Je fréquente la région d'Iquitos au Pérou depuis plus de 20 ans et ai constaté, au fil du temps, l'évolution du phénomène. Bien des bruits courent sur l'usage des plantes psychotropes du chamanisme amazonien. Des informations très contradictoires sont disponibles. Des témoignages allant de l'expérience extatique extrême à l'aventure la plus dramatique sont diffusés. Mais il me semble qu'une information pratique et concise manque pour que les voyageurs curieux de nouvelles expériences puissent avoir des éléments leur permettant d'appréhender avec un minimum de base cette particularité culturelle. Les amateurs béotiens se jettent le plus souvent dans l'inconnu. Or l'ayahuasca n'est pas un breuvage anodin, il peut même être redoutable, et pour espérer en tirer un bénéfice physique et mental, il faut en connaître les règles et les respecter. Il me semble aussi aberrant de prendre de l'ayahuasca sans préparation et sans connaissance de ses impacts, que de décider pendant un séjour dans les Alpes de gravir soudain le Mont Blanc équipé d'un t-shirt et d'espadrilles au seul motif d'avoir entendu la veille dans un bar un alpiniste chevronné déclarer que la vue est belle de là-haut. Les dérives générées par l'afflux des touristes peuvent aisément conduire un étranger dans une aventure cauchemardesque et dommageable pour sa santé. Les récits rapportés après une absorption inadéquate de l'ayahuasca sont à l'extrême opposé des buts recherchés par la longue tradition amérindienne en ce domaine. Les informations sont basées sur mon expérience et présentent les aspects majeurs entourant l'utilisation de ces plantes. Composition, origine, tradition, précaution, rituel, effet, compréhension, mise en garde sont des notions que toute personne souhaitant absorber de l'ayahuasca devrait connaître avant de décider de participer ou non à un rituel. Il peut sembler légitime pour un étranger d'entreprendre un voyage en Amazonie pour découvrir et expérimenter une ancestrale tradition chamanique. Avoir la curiosité et le courage de se confronter à une telle tradition est louable. Chercher à explorer ces champs de conscience, apprendre à mieux se connaître,
rechercher ailleurs des éléments de connaissance étrangers à sa propre culture est respectable. Au Pérou, que les populations tentent de satisfaire la demande des étrangers me semble également légitime. Le problème vient du fait que l'on ne fabrique pas des chamans comme en forme de charmants guides touristiques, capables de promener sans encombre des touristes jusqu'aux belles chutes d'eau du coin. Il en résulte bien souvent une certaine tromperie. Les chamans peu aguerris, voire de faux chamans proposent leurs services. Comment faire le tri ? À qui accorder sa confiance pour entreprendre une aventure finalement assez périlleuse et coûteuse qui plus est ? À Paris, Berlin ou Séoul, c'est souvent le hasard qui nous fait choisir un plombier quand la chaudière se met soudain à fuir. Sera-t-il un bon professionnel ? Va-t-il m'arnaquer ? Que dire alors du choix d'un chaman, lorsqu'on débarque en pleine forêt amazonienne pour une expérience forte qui peut mettre en jeu son équilibre physique et mental ? Les organisateurs occidentaux installés au Pérou et faisant commerce de séjours chamaniques ne sont pas tous des altruistes préoccupés en premier lieu par l'évolution positive de votre personnalité ou de votre forme physique. Ils adaptent simplement l'offre à la demande et en tirent bénéfice. Il existe d'ailleurs un turnover important des chamans employés par ces entreprises. Les meilleurs refusent de participer au rythme trop élevé des cérémonies accueillant trop de monde. D'autres n'y viennent que ponctuellement pour gagner rapidement un peu d'argent, puis renoncent. Il y a aujourd'hui une nouvelle génération de chamans occidentaux, qui se posent en spécialistes. Ils ont fait des diètes d'apprentissage, appris des Icaros, chants chamaniques, savent préparer l'ayahuasca. Cela suffit-il à revendiquer le titre de chaman ? Je ne le pense pas. Je ne peux écarter la possibilité que parmi ces chamans occidentaux certains soient particulièrement doués, pourvus d'un cœur pur et généreux, mais leur légitimité reste assez maigre face à un vrai chaman amazonien expérimenté, nourri de sa tradition ancestrale. Il est dommage, pour un occidental réellement désireux de faire une expérience la plus honnête et la plus authentique possible, de tomber dans un des pièges de l'ayahuasca business et de passer à côté d'une aventure individuelle, compatible avec ses espérances, qui peut être magnifique et dont le souvenir ne s'éteindra pas. On peut se demander si l'expérience de l'ayahuasca, que je présente comme relativement difficile et périlleuse, aurait quelque intérêt pour un occidental étranger à l'animisme et aux cultures amazoniennes. En outre, un chaman local peut-il être en mesure de comprendre et d'aider dans cette expérience des individus si éloignés de sa propre culture ? À ces deux préoccupations légitimes, je pense pouvoir répondre selon mon expérience par l'affirmatif. Il n'est nullement indispensable d'avoir une connaissance fine des tenants et aboutissants du concept animiste, ou d'avoir fait antérieurement un chemin individuel dans cette voie pour aborder un rituel issu de ce contexte culturel. De plus, l'animisme est très simple à appréhender dans sa forme générale. Comme dans tout domaine, avoir une connaissance préliminaire permet de mieux comprendre et de mieux analyser, mais aucun livre ne saurait faire ressentir ou enseigner à quiconque ce que peut révéler intimement une transe induite par l'ayahuasca. Les mécanismes profonds de l'inconscient humain sont pour une large part partagés par tous, indépendamment de nos cultures respectives. L'ayahuasca va faire émerger des schémas cachés de cette part commune. Certes, le bagage culturel de chacun pourra orienter l'interprétation de ces émergences dans des tonalités et ressentis différents, mais la cure chamanique n'en perdra pas pour autant sa valeur constructive. Il s'agit d'une expérience éminemment individuelle, mais non solitaire. La codification du rituel, l'environnement, la présence active et dominante du chaman encadrent intimement l'individu dans un contexte simplement cohérent et protecteur. Culturellement, il n'est pas nécessaire lors d'une transe de comprendre les paroles des chants du chaman ni de connaître les noms et attributions des entités sylvestres locales pour pénétrer intimement dans l'expérience personnelle. Le chaman guide et contrôle la transe du patient dans son intensité et son développement, mais très peu dans son contenu, hors contexte purement tribal traditionnel. Ainsi, les prises de conscience restent purement individuelles. Elles aident souvent à résoudre des problèmes intimes, familiaux, comportementaux. Elles peuvent ouvrir à de nouveaux concepts ou à mieux les faire comprendre, voire orienter vers une certaine spiritualité. L'expérience reste intime et charnellement révélatrice, indépendamment de l'origine culturelle de chacun. Il est néanmoins important que le rituel, afin qu'il soit profitable,
soit partagé par un nombre restreint de participants. L'ordonnance chaman rituel patient doit être structurée de façon stable et cohérente, les interactions étant fortes lors d'une cérémonie. Il faut insister sur le fait qu'il s'agit d'une expérience individuelle et collective dont le but est d'aider à être plus soi, mieux en soi, mieux parmi les autres. Des comparaisons avec l'ingestion de LSD ont souvent été proposées. Certains chamans l'ont essayé pour s'en faire une idée et répondre aux Occidentaux à ce sujet. Selon leur récit, le LSD, chimie de laboratoire, est dépourvu de vie, n'enseigne pas, ne guérit pas, et leur apparaît dépourvu d'esprit mère. L'ayahuasca en revanche est fondamentalement orientée vers la vie, dont elle est une émanation pure. C'est une entité ressentie souvent comme féminine, bien qu'elle puisse se manifester sous des formes très variées, puissante, honnête, sauvage, curative, qui possède des champs d'action riches et larges. De plus, une telle aventure offre fréquemment l'occasion à un individu de reconsidérer sa place au sein des composantes de la nature. La transe induite par ce breuvage fait prendre conscience des intimes, multiples, subtiles et indispensables interactions unissant les éléments et le vivant dans sa globalité. Elle relativise ainsi la place supérieure et dominatrice que l'humain s'accorde généralement. Elle lui révèle l'importance de sa dépendance à une nature saine et l'incite à la respecter. L'anthropocentrisme cède la place à une forme simple d'animisme, qui est alors révélée et ressentie intimement. Une transe peut mettre en lumière une interconnexion si puissante de l'individu avec le monde végétal, que le rapport distant et supérieur que l'occidental a souvent vis-à-vis de la nature peut en être ébranlé. La conscience intègre alors aisément que la nature est vivante et une, et que l'être humain n'y occupe qu'une petite place parmi une infinité d'autres créatures. La plante, depuis la plus minuscule jusqu'à l'arbre géant, habite son milieu, l'alimente et en dépend dans une multitude d'interactions avec les autres, animaux et humains inclus. La transe d'ayahuasca est en mesure de nous faire prendre conscience de cette extraordinaire complexité qui échappe habituellement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.